Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, l'opposition mobilisée ce 31 juillet pour réclamer la tenue des élections avant la fin décembre 2017. Organisées dans toutes les grandes villes du pays, les manifestations ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre. L'Algérie dit non à l'endettement extérieur, une décision annoncée par le chef du gouvernement, Abdelmajid Tebboune, en dépit des difficultés financières actuelles. Les Jeux de la francophonie, l'événement avait réuni 4000 athlètes et artistes à Abidjan. Les Jeux ont pris fin ce dimanche dans la capitale ivoirienne avec un public toujours dans l'effervescence. À 6 mois de la date fixée pour les premiers scrutins dans la présidentielle, le climat politique reste tendu en République démocratique du Congo. Ce lundi, manifestants et policiers se sont affrontés à Goma lors d'une mobilisation nationale organisée par le mouvement citoyen de la Lucha qui protestait contre le maintien au pouvoir du chef de l'État Joseph Kabila. Une cinquantaine de personnes, selon la Lucha, auraient été interpellées en marge donc de cette manifestation pacifique. Mais qu'en dit justement le pouvoir congolais? Je vous propose d'écouter Basile Olonga, vice-ministre de l'Intérieur. L'autorité a examiné et a trouvé que non, ça ne valait pas la peine de pouvoir autoriser pareille manifestation. Et pire encore, la manifestation consistait à ce qu'on puisse demander à la CENI d'accélérer les choses, les calendriers. Mais les choses évoluent normalement. On est à plus de 34 millions d'enrôlés. Vous allez demander à la CENI de faire quoi? La CENI est en train de travailler. Au lieu de faire une marche comme ça, il faut aller sensibiliser la population à se faire enrôler. Au lieu de demander à la CENI, non, nous faisons une marche. Non, c'est une marche là, soit pour une consommation extérieure, soit pour carrément chercher à créer, à troubler l'ordre public. Donc, lorsque l'autorité interdit, il vous démontre très bien que les conditions ne sont pas réunies. Respectez quand même l'autorité, parce que c'est l'autorité qui gère, qui voit que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Lorsqu'il interdit et que vous entêtez, vous serez l'objet d'une interpellation. On doit vous appeler pour vous demander pourquoi avez-vous agi ainsi. Donc ce n'est pas grave. Je pense que, à ce qui concerne le bilan, on attend que lorsqu'on me transmettra l'état du territoire, j'aurai tous les éléments. Et au moment opportun, on vous dira quoi. Et pour parler donc de cette crise qui prévaut en République démocratique du Congo, sur ce plateau, Christophe Lutunda, député de l'opposition, membre du Conseil des sages du Rassemblement et vice-président du G7. Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, quelle réaction à la suite donc de ces arrestations, mais surtout à ces propos de Basile Olonga, vice-ministre de l'Intérieur? Au nom du G7, nous condamnons l'intolérance politique, la restauration de la dictature. Je dois préciser, madame, qu'aucune loi en République démocratique du Congo n'interdit les manifestations pacifiques. Ce que M. Longo n'a pas dit, c'est que c'est la CENI elle-même qui s'est engagée l'année dernière à terminer l'enrôlement et à donner le calendrier électoral dans 16 mois. Donc on est dans le délai. En principe, aujourd'hui, la CENI devait tenir son engagement et sortir les calendriers. Ce que M. Longo n'a pas dit non plus, c'est qu'il y a d'autres forces politiques qui composent avec Joseph Kabila, qui sont au gouvernement, qui organisent des manifestations. Donc Donc ce sont les manifestations de l'opposition qui sont ciblées? Non, ce sont les manifestations de tous ceux qui dénoncent la stratégie de blocage du processus électoral et de tous ceux qui revendiquent le respect de la Constitution, l'organisation des élections, l'alternance et la fin du règne de la mauvaise gouvernance, de l'impunité, de la corruption et de la destruction de la République. Alors, un bras de fer qui se poursuit donc dans votre pays. Une opposition quand même, il faut le rappeler, quelque peu divisée, plus un calendrier électoral qui n'a pas été mis en place. Est-ce que vous y croyez à l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin de cette année? Si, madame, techniquement, cela est possible, contrairement à ce que la CENI prétend. Politiquement, n'oublions pas que l'organisation des élections procède de la Constitution. N'oublions pas que nous avons un peuple qui réclame ces élections.
Il faut donc éviter que le peuple ne soit poussé aux extrêmes. Et politiquement aussi, la crise actuelle, elle a pour origine le blocage du processus électoral par Joseph Kabila. Il n'y aura pas de solution à la crise politique avec ses effets économiques, financiers et sociaux s'il n'y a pas d'élection dans le délai convenu et aux conditions arrêtées de commun accord dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre signé sous la médiation des évêques. Et en dehors des manifestations, quelle marge de manœuvre disposez-vous, vous, opposition congolaise, pour faire respecter justement cet accord du 31 décembre? Madame, nous avons le soutien du peuple. Nous ne sommes pas une opposition armée, nous ne sommes pas un groupe armé, nous ne recourons jamais à la violence. Nous avons également le soutien de la communauté internationale, en tout cas des pays épris de paix, de justice et de valeurs de démocratie. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est la persévérance, c'est la complicité avec le peuple et de l'imagination démocratique. Nous avons donné un programme qui commence pour nous, le rassemblement, à partir du 8 de ce mois par de journées ville-monte, 2 journées dont l'objectif est essentiellement de marquer la désapprobation, d'exiger le calendrier électoral, d'exiger le fichier électoral et d'obtenir que le 30 septembre, le corps électoral soit convoqué comme l'exige la Constitution de la République. Donc c'est un petit peu le calendrier pour les prochains mois. Donc des journées villes mortes, des manifestations. Marche. À partir du mois de septembre, ce sera la désobéissance civile, la résistance populaire, jusqu'au moment où nous aurons les élections comme convenu. Et j'ai dit aux Congolais que nous ne devons pas être complices de la destruction de la République, la destruction de la démocratie, la destruction de notre pays. Il faut au moins dire à Joseph Kabila que nous ne sommes pas d'accord avec lui et qu'il doit partir conformément à la Constitution. Monsieur Christophe Lutunda, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions ce soir. Je rappelle que vous êtes député de l'opposition, membre du Conseil des sages du Rassemblement et vice-président également du G7. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. La présidence du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, confiée cette année à Madagascar, justement. Une décision prise à l'issue de la réunion du comité et de l'institution ce 29 juillet. Un choix motivé par la bonne santé actuelle de l'aviation malgache, avec notamment la sortie d'Air Madagascar de la Next B de la liste noire européenne depuis juin 2016. Hors de question de recourir à l'endettement extérieur, martèle le Premier ministre algérien. Une volonté affichée, mais cet endettement extérieur peut-il réellement être évité pour l'Algérie, dont l'économie est fragilisée par la chute des cours du pétrole? Élément de réponse dans ce sujet, signé Corinne Camdem. En dépit des difficultés financières induites par la chute des prix du pétrole, l'Algérie n'aura pas recours à l'endettement extérieur. L'annonce a été faite par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune ce dimanche 30 juillet au cours d'une réunion qu'il a tenue avec les partenaires du Pacte national économique et social de croissance, l'UGTA et le patronat. Il est hors de question de recourir à l'endettement extérieur et nous ne voulons même pas y penser. Nous refusons d'hypothéquer notre souveraineté, quelle que soit la situation, et ce sont là les instructions du président de la République. Face au déséquilibre macroéconomique dans le contexte du recul des recettes pétrolières, nous allons compter sur nos capacités, petites ou grandes soient-elles. Selon le chef du gouvernement, malgré la situation économique actuelle, l'État algérien dispose de moyens matériels lui permettant de continuer à financer les projets de développement prioritaires, notamment en matière de logement, de santé, d'enseignement, à payer les salaires et à importer à hauteur de 35 milliards de dollars par an. Les autorités comptent mener une nouvelle approche en matière de financement de l'investissement, en priorisant notamment les petites et moyennes entreprises qui seront orientées vers la satisfaction des besoins du marché local, l'un des plus importants marchés de consommation de la région. D'un point de vue théorique, elle est tout à fait rationnelle, légitime, même nécessaire. Mais le problème qu'il oublie ici, c'est le problème du timing, c'est-à-dire l'échéancier d'une action budgétaire qui nécessite certainement des emprunts est très rapide. L'effet est relativement plus rapide sur la croissance. Si c'est un investissement dans le développement, c'est un effet rapide. Alors que
si on doit, et on doit, je pense, encourager les PME à investir et tout ça, cela prend beaucoup de temps. Même si les PME sont convaincus que c'est rentable d'investir chez eux, même s'ils sont convaincus qu'il y a un marché, qu'ils ont des partenaires, eh ben, ça prend du temps. Ce qu'il fait est très important, qu'il faut le faire, mais il ne faut pas compter dessus maintenant. L'effet ne sera pas immédiat. L'objectif à long terme du gouvernement algérien est d'arrêter l'importation de biens de grande consommation grâce au développement d'un réel tissu local de PME. Pour atteindre cet objectif, de vastes superficies du foncier industriel seront affectées à ces entreprises. Les modalités de cette nouvelle approche économique seront discutées au cours de la prochaine tripartite, le 23 septembre à Gardaïa. Clap de fin ce dimanche des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire, ces Jeux étaient un test avant la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2021. Pour ce qui est des Jeux de la francophonie, la cérémonie a duré quelques heures et s'est achevée par un superbe lancer des feux d'artifice. Olivier Conan a assisté à cette cérémonie de clôture. Un village pour vivre les Jeux de la francophonie en musique. L'objectif de la mairie de Cocody, l'une des communes du district d'Abidjan, était de faire des Jeux une fête populaire en impliquant et mobilisant les habitants de la commune. Animation, jeux et musique étaient au programme du village pendant 10 jours. C'était bien intéressant. Depuis que ça a commencé, chaque jour on est là. On trouve que ça fait plaisir pour le peuple. Ça nous permet à Cocody de vivre en paix et amuser. Le maire Choco est parmi nous. Ça nous permet de nous distraire et de voir d'autres choses merveilleuses. C'est un plaisir pour nous en fait. Ça nous donne la joie dans le cœur et c'est rayonnant. Ça a été une très belle fête. La mobilisation était grande. Et nous disons merci au maire de Cocody. L'esplanade du centre commercial Saint-Jean de la commune de Cocody, lieu du village des Jeux de la francophonie, a connu l'affluence des grands soirs. Tous les soirs, c'est entre 3 000 et 5 000 visiteurs du village. Donc nous sommes satisfaits parce que ça veut dire que nous avons permis à nos populations de pouvoir se distraire. À côté de son caractère festif, le village des Jeux de la francophonie à Cocody a permis de faire la promotion des artistes. Les garagistes, Connexion Zouglou, Dorian et des groupes venus du Mali et du Canada ont fait vibrer les spectateurs au son de la musique du 21 au 30 juillet 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.